Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Alors, vous avez aimé Gravity Rush premier du nom? Vous voulez profiter de sa suite qui, en toute logique, devrait être encore meilleure? Ouais bah calmez vos ardeurs, vous risquez de vous manger une douche sacrément froide. Bien, commençons la dissection. C'est au Tokyo Game Show de 2012 que Gravity Rush s'est vu annoncer une suite. Mais ce n'est qu'à celui du 2013 que l'annonce sera officialisée. Un jeu doté d'une map 2 fois plus imposante, mais également d'un système online permettant aux joueurs de partager leur score et d'échanger tout un tas de petites features. S'il est à la base prévu pour le 30 novembre 2016, le jeu se verra repoussé de quelques semaines, officiellement pour des raisons de peaufinage. Mais en vrai, c'était surtout pour éviter qu'il entre en conflit avec deux autres titres qui sortaient à cette période, à savoir Final Fantasy XV et The Last Guardian. Il est toujours développé par Japan Studio, toujours sous l'égide de Sony, et sortira en janvier 2017 partout dans le monde. Et petite chose amusante à savoir, c'est que Sony finira par ordonner une fermeture des serveurs online de Gravity Rush 2, seulement 1 an et demi après la sortie du soft. Ouais, déjà ça sent pas bon. Et on peut supposer qu'on doit ça aux ventes clairement pas exceptionnelles du jeu, hein. Rappelons-le, si le premier opus avait écoulé pratiquement 200 000 copies dans les premiers jours, pour un total d'environ 600 000 aujourd'hui, Gravity Rush 2 ne parviendra qu'à la moitié en un mois. Et à l'heure actuelle, il plafonne à environ 300 000 ventes. Bref, passons au contexte. L'histoire nous met, encore une fois, aux commandes de notre Gravity N4, qui cette fois entamera ses aventures à Jerga-Paralao, mais pourra au fil de l'aventure revenir à Exeville et alterner entre les deux mondes. Pas plus d'infos? Pas plus d'infos. Pour ce qui est de la technique, on reste sur des graphismes en cel shading, qui vieillissent donc très bien tout en étant même un poil plus détoyés que la première mouture. Et heureusement, le jeu nous offre une bien meilleure distance d'affichage. Pour ce qui est des bugs, j'avoue que j'en ai trouvé aucun. Mis à part une fois où le jeu s'est décidé à planter, me forçant à reset la console. Pénible, mais vu que ça m'est arrivé qu'une fois sur toutes mes sessions de jeu, c'est loin d'être une catastrophe. Oui, je passe direct à l'essentiel, vu que là encore, il n'y a aucun doublage français, donc pas besoin de s'attarder dessus. Revenons aux fondamentaux. Kat est une jeune fille en pleine possession de ses moyens, capable de bondir, de donner des coups de pied, de courir, d'être kawaii, et évidemment d'user de ses pouvoirs pour modifier la pesanteur. Sauf que, en dépit d'une légère amélioration graphique, Kat a toujours quelques soucis au niveau des escalades. Elle a même pas mal régressé depuis l'épisode précédent, ses pouvoirs étant revenus à leur plus bas level. Pire encore, le gros point noir du premier jeu, celui qu'il aurait fallu à tout prix améliorer pour cet épisode, à savoir la caméra imparfaite et l'absence de lock, n'a pas été corrigé! Bon, vu qu'il y avait un système de détection de la manette pour faire bouger la caméra en vol, je me suis demandé si ça pouvait pas être utile pour compenser l'inefficacité de la caméra avec les névis trop rapides. Mais non, ça marche pas non plus. Par contre, c'est toujours aussi efficace pour faire bouger les cinématiques en BD. J'en pige toujours pour l'utilité, mais bon. Ce qui fait que les 3/4 des problèmes que vous aviez dans le 1 sont toujours présents dans le 2. Les ennemis trop mobiles sont un calvaire à viser, et je range pas mal des boss dans cette catégorie, mais en plus, les 3/4 des coups que vous allez vous manger dans la gueule, c'est parce que vous les voyez pas venir. Et je vous assure qu'à la longue, ça devient très vite chiant. Après, on a eu une belle amélioration du champ d'apesanteur. En effet, dans l'opus précédent, Kat était limitée aux objets interactifs proches d'elle, ce qui a été corrigé ici, lui permettant de n'être pratiquement jamais à court de trucs à balancer. Vous en devenez même capable de soulever des humains pour vous en servir comme arme de jet. L'inconvénient... Alors vu que c'est assez paradoxal, comment l'expliquer? Tenez, un exemple. Dans une des dernières missions, vous avez 12 flics à protéger d'une quantité astronomique d'ennemis. Et il est impossible de les battre normalement. Ils prennent trop de coups à crever et arrivent bien trop vite pour qu'on puisse les empêcher de submerger les cibles. Comment les battre? En leur balançant les trucs. Le système de lancer gravitationnel permet de littéralement leur rouler dessus. Mais du coup c'est tellement simpliste que c'est pas amusant. Bah pourquoi t'as pas amélioré 4 pour qu'elle frappe plus fort? Ha! Je me marre! Vous connaissez le système. Kat récupère les gemmes mauves qui lui servent plus ou moins d'XP pour améliorer ses compétences. Tandis que cette fois, accomplir des missions principales ou secondaires vous permet d'automatiquement upgrader votre santé et votre SP. La SP? C'est une nouvelle jauge qui se remplit à mesure que vous cassez la gueule à des ennemis, et qui vous permet de charger vos attaques de lancer.
Et d'ailleurs, vos attaques ultimes nécessiteront une jauge de SP entière. Alors qu'avant, ça se rechargeait tout seul, ce qui au passage rend les combats encore plus pénibles. Sauf que, l'amélioration par gemme ne sert à rien. Autant dans Gravity Rush, c'était simple, voire simpliste, Kat devenait de plus en plus puissante à mesure qu'on foutait des gemmes dans l'évolutionmètre. Mais alors là, c'est complètement naze. Avant, améliorer les compétences de combat nous permettait de frapper de plus en plus fort. Ici, on gagne un coup supplémentaire dans le combo. Wow. T'avais pas moins ulti encore! Alors ok, dans l'épisode précédent, je m'étais plaint que le panel de coups de 4 était assez limité, mais là, ça améliore rien! On peut même pas booster la jauge d'énergie gravitique pour voler plus longtemps ou même augmenter la vitesse de vol! Putain d'arnaque! Un trajet de plus de milliards! Bon alors, c'était comment votre week-end? Non, parce que vu la vitesse de 4 et la distance à parcourir, je pense qu'on a largement le temps d'entamer une discussion sur la météo! Pour moi, c'est un très gros problème de cet opus. Là où dans le 1, l'amélioration était importante pour devenir puissant, et donc vous faciliter la tâche, peut-être un peu trop, mais bon, devenir complètement pété, c'est un peu l'objectif d'un jeu de super-héros. Là, ça ne sert à rien. Contentez-vous de faire des missions secondaires pour augmenter votre santé et votre jauge de SP, et éventuellement booster un peu le lancer gravitationnel si ça vous chante, mais tout améliorer à fond ne changera que dalle. Vous ne ferez jamais plus de dégâts qu'au début, vous ne serez jamais plus rapide, ni plus résistante ou endurante. Traduction, le côté évolutif est à chier. Pour des tarifs en gemmes abusivement élevés, le rapport qualité-prix, je cherche encore. Et si, admettons, les gemmes vous débordez littéralement des poches, j'aurais pu l'accepter. Sauf que c'est pas le cas non plus. Dans ce jeu, nous sommes présentés à un nouvel élément de gameplay, à savoir les extractions minières. Des maps très grandes, réservées à la pulvérisation d'œufs pour en extirper les gemmes qu'elles contiennent. Une tâche lente, pénible et pas du tout rentable. Je déconne pas, farmer les mines, non seulement c'est pas amusant, ça tient plus de la purge que du jeu, et si encore ça en valait la chandelle, que ça permettait de ramasser la masse de gemmes à chaque fois, je dis pas, tu serres les dents et t'y vas, mais même pas. Mais dans l'épisode précédent, tu pouvais en récupérer plein un peu partout dans la ville. C'est plus le cas maintenant? Non, si. Du coup, ça veut dire qu'il y en a moins à l'air libre? Au contraire, il y en a tout autant qu'avant. Apporte-moi alors. Ça rapporte autant que les mines, je dirais même beaucoup plus. Bah du coup, les mines, elles servent à rien. T'as tout compris. Vous pouvez complètement ignorer les mines pendant tout le jeu et juste récupérer les gemmes flottantes que ça fera aucune différence. Surtout si vous n'avez pas l'intention de vous en servir pour évoluer. Le problème, c'est que là encore, les gemmes précieuses font office de monnaie dans cet univers. Mais on n'en obtient jamais en validant des missions. Parce qu'en toute sincérité, j'aurais préféré plutôt que d'avoir à voltiger en toute la ville ou à farmer les mines. Et dans le premier jeu, ça te dérangeait pas? Oui, mais le premier jeu, il était court. Donc ma lassitude était d'une part compensée par l'évolution très rapide, et d'autre part, ça ne durait jamais trop longtemps. Et même les problèmes de caméra et de précision étaient palliés par la puissance croissante de Kat, ce qui n'est absolument pas le cas dans cet épisode. Et t'as vraiment aucun intérêt à aller dans les mines? Alors, techniquement si. En effet, c'est là encore une nouveauté de cet épisode, et c'est surtout dans les mines que vous pourrez en trouver. Kat peut désormais s'équiper de 3 talismans, dont les caractéristiques varient afin d'améliorer ses capacités. Sauf que truc très con, ça sert à que dalle. Même les meilleurs que je trouvais n'avaient pas d'effet particulièrement notable. C'est pas comme dans un God of War 4 où votre équipement fait toute la différence. Même en butant des boss de faille, les récompenses seront des talismans un peu plus efficaces que d'ordinaire, mais jamais rien de bien folichon quoi. Et à Xville, vous aurez droit à un système de fusion des talismans. Sauf que là encore, j'y ai tellement pas trouvé mon compte que j'ai vite arrêté de m'y intéresser. Ah, et maintenant que je termine sur les bijoux, les cristaux de vie sont devenus extrêmement galères à trouver au moment où vous manquez de santé. Sauf que maintenant, quand votre vie est dans le rouge, vous avez une alarme qui se déclenche. Et qui joue en continu, histoire de bien vous faire stresser davantage. C'est chiant, hein? Et vous, ça fait que 10 secondes que vous l'écoutez. Et encore, parce que tout ça, c'est pénible, c'est même insupportable. Mais alors, le truc qui va vous faire vraiment péter des plombs... Pourtant, dans le 1, c'était pas si mauvais que ça. C'était pas très bon non plus, mais... C'est vrai, sauf que pour cet opus, c'est complètement foiré. Le perso de Kat n'est pas du tout réceptif à un comportement furtif. Vous vous faites repérer sans arrêt, quelle que soit votre tentative, tant que vous n'avez pas trouvé le seul et unique chemin valable pour passer. Ce qui est, là encore, d'autant plus chiant que les missions de furtivité sont plus nombreuses que dans l'épisode 1.
Et la méthode la plus pratique pour pas se faire repérer, c'est-à-dire aller le plus haut possible pour que personne vous voie, ça par contre ils ont pensé à vous l'interdire, bande de schlag! Oh putain, la belle grosse idée de merde. La feature totalement inutile pour répondre aux kikoulol qui veulent à tout prix faire des screens de leur jeu, alors que leur perso et leur tenue sont exactement les mêmes pour tous les joueurs. Non, dans des jeux où il y a vraiment de la personnalisation, je peux comprendre l'intérêt. Mais là... Non mais sans déconner, regardez les missions où on doit utiliser l'appareil photo. Ça sent tellement que c'était un gadget dont ils avaient aucune idée de quoi faire en vrai. Enfin bref, la véritable nouveauté, celle qui a été le plus vendue, ce sont... En effet, au cours de son aventure, Kat découvrira des artefacts lui permettant de davantage moduler ses pouvoirs. Un lui offrant une gravité lunaire, dont vous comprendrez le fun une fois de retour à Exoville et ses gratte-ciel jubilatoires à escalader. En gros, ça rend Kat légère comme une plume, et lui permet de faire des bonds considérables. Mais ça reste moins efficace que les pouvoirs de base, non? Et la gravité jupitérienne, qui elle vous rendra extrêmement lourd. Et Non, pour le coup, j'ai pas du tout trouvé l'intérêt. Car oui, comme l'a souligné Nile, ça vous rend pas plus efficace. La gravité lunaire encore vous ralentit dans vos bonds et donc vous permet d'être un peu plus acrobatique. Mais en dehors de ça, c'est inutile. Je parle même pas du saut fusée, qui est un saut en longueur, mais qui va moins loin qu'un saut en hauteur. Vous trouvez ça stupide? Ça l'est. Bien sûr, ça vous permet de développer de nouveaux coups spéciaux, réclamant eux aussi d'être débloqués à coups de gemme, putain! Et j'admets que le trou vert est plutôt utile pour pas lâcher les ennemis trop rapides. L'inconvénient étant que sa puissance reste à désirer. Pour le style de Jupiter, Kat étant beaucoup plus lourde, elle devrait faire des dégâts bien plus importants, histoire de compenser le reste. Non, il lui faut presque autant de coups pour foutre un évier à terre. Donc comme d'habitude, Jupiter ne sert à rien. Pire encore, je trouve qu'il rend la maniabilité tout bonnement catastrophique. Les glissades avec, j'en parle même pas. Le problème, c'est que les styles sont liés aux attaques ultimes. Car en effet, si la griffe tournoyante est utilisable en gravité normale, même si ça aurait été mieux qu'elle puisse pas se bloquer dans un putain d'élément du décor, la lunaire engendrera la pluie de caillasse et celle de Jupiter, le trou noir. Des attaques ultimes que vous étiez pourtant capable d'utiliser naturellement dans l'épisode précédent, et en plus ici elles sont moins efficaces. Dans le 1, la pluie de météores balançait automatiquement une myriade de roches. Mais ici, c'est en lien avec les objets lançables à portée. Traduction. Si vous utilisez cette ultime alors que vous n'avez rien à balancer sous la main, eh ben vous aurez gâché une jauge de SP pour que dalle. Et on va terminer avec la dernière nouveauté qui est à la fois une excellente et une très mauvaise chose. Car oui, si l'épisode précédent se contentait de simples défis, cet opus a la très appréciable volonté de nous offrir de vraies missions secondaires en parallèle de l'intrigue principale. Et surtout, il y a une énorme variété dans le gameplay. Je compte plus les différentes quêtes qui avaient besoin d'un tutoriel pour expliquer les nouveaux handicaps et les nouvelles règles que vous deviez suivre pour votre objectif. Et oui, c'était super fun! Du moins au début. Car les développeurs ont voulu étirer la durée de vie du jeu au maximum dans toutes les quêtes. Ce qui évidemment se traduit par des invasions d'ennemis quasi constantes et des combats à rallonge. Mais même le principe des quêtes va trop loin. Vous allez devoir refaire plusieurs fois des séquences pratiquement identiques, alors qu'en mettre beaucoup moins aurait suffi à combler les joueurs. Ce qui certes aurait occupé beaucoup moins longtemps, mais ça n'aurait pas provoqué ce fameux soupir d'agacement quand le gameplay passe de innovant à répétitif. Et quand en plus certaines missions sont volontairement crispantes et frustrantes, comme celle où Kat doit incarner une cascadeuse sans pouvoir, je vous garantis qu'à force de voir les séquences s'enchaîner, vous allez juste vous mettre à gueuler tellement c'est insupportable. Tenez, 2 exemples. La mission du colis nauséabond, qui pue tellement que Kat est contrainte de faire des pauses régulières, sous peine de voir sa jauge d'endurance se vider, la faisant tomber dans les pommes. Sympa, appréciable. Sauf que, alors que vous arrivez à proximité du final, le jeu décide de vous faire perdre pour vous rajouter une séquence supplémentaire. Ou alors la quête qui consiste à défendre une boutique harcelée par des brutes. Or il ne faut pas se montrer, sous peine que ça bousille la réputation du marchand. Bon, perso, si un jour quelqu'un se bat devant une boutique, je vais pas accuser le commerçant, mais bon. Donc, il faut leur balancer des caisses sur la tronche. Ok, ça reste débile, mais pourquoi pas. Sauf que des brutes, il y en a, mais des dizaines qui rappliquent par vague. Et il y en a un tel afflux qu'à force, le côté amusant de la mission devient frustrant en plus d'être incohérent. Ajoutez à ça le didacticiel qui réapparaît à chaque fois avec un compte à rebours avant de vous autoriser à recommencer la quête. Et bien entendu, à tout ça, on ajoute des missions de compétition.
mais de compétition scriptée, où vous n'avez absolument aucune influence sur le fait de gagner ou de perdre. Et le pire, c'est quand ces missions sont totalement débiles en plus d'être frustrantes. Du genre faire la course contre un ennemi cheaté qui ne se laissera jamais dépasser tant que le scénario ne l'aura pas décidé. Et cet ennemi sera un pigeon, capable de battre en vitesse pure une super-héroïne capable de modifier la gravité pour atteindre des allures supersoniques. Ouais, c'est totalement logique. Même si, en termes de frustration, je pense que le pire, ça reste l'émission vous demandant de retrouver des gens ou des endroits à partir d'une image. Là encore, sur le papier, c'est intéressant et original, vu qu'on a la possibilité de montrer la photo aux passants pour avoir des indications. Par contre, quand 99% des gens vous répondent qu'ils n'en ont aucune idée, ça devient vite pénible. Ajoutez à ça les petits sons de cat, qui peuvent être mignons 5 minutes. Au bout de quelques heures, vous avez juste envie de lui balancer une paire de claques à cette conne. Ta gueule! Ah oui, et j'oubliais ce dernier petit point. En plus de tout ça, certaines quêtes ou défis sont juste mal pensés. Prenez par exemple les défis affiliés à un style de gravité. Donc on est d'accord, toutes les règles les plus élémentaires de gameplay vous imposeraient de n'utiliser que ce style de gravité. Sinon cette règle n'a aucun sens ni aucun intérêt. Eh ben non, vous pouvez toujours vous contenter de voler sans en avoir rien à battre de la gravité lunaire ou jupitérienne, et rafler la médaille d'or sans vous fouler. Ouh, ça aussi, c'était une nouveauté particulièrement attendue pour ce soft, pouvoir contrôler Raven, ce que vous aurez l'opportunité de faire à la fin du jeu. Eh bah putain, quelle arnaque! Quand on sait à quel point la Miss est censée être infiniment plus puissante que Kat, bah son gameplay est loin d'être transcendant. Et pour ce qui est de l'efficacité, bizarrement je la trouve moins forte que la blondinette. Elle a bien quelques compétences particulières, mais bof quoi. Et l'ultime surprise, c'est le mode Panthère, qui aurait pu être une excellente idée s'il n'avait pas été aussi scripté. En gros, ça permet à Kat de devenir surpuissante, de pratiquement voler à sa guise de façon illimitée, et de récupérer de la santé dans le même temps. Problème, ce mode n'est accessible qu'à certains moments du scénario, en rendant son utilité très inutile. Dans l'épisode précédent, c'était un pouvoir que Kat utilisait pendant une cinématique, pour donner un coup de grâce à un boss ultra puissant. Essayez de faire passer ça pour un élément de gameplay? J'appelle ça de l'arnaque. Sans parler du fait qu'il est même pas assez puissant pour buter de simples Navy en un coup. Attaque dévastatrice, mon cul, ouais. Il faut savoir qu'à la base, j'avais acheté Gravity Rush 2 pratiquement day one. J'ai tenté d'y jouer, et j'ai très vite abandonné. Mais je me souvenais pas exactement de pourquoi avant de le relancer pour enregistrer mes rushs. Et bordel, autant rejouer au 1 est toujours aussi plaisant malgré ses nombreux défauts, autant le 2, il me casse les couilles, mais à une vitesse phénoménale. Donc ce jeu, il mérite 8 sur 20. Le fait est que, il faut le reconnaître, Gravity Rush 2 arrive à faire varier son gameplay, notamment dans les quêtes annexes. Et ça, c'est une manière de faire qui est très bien. Je dirais même que c'est nécessaire pour conserver l'intérêt d'un joueur au sein d'un open world. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les développeurs en font trop. Et entre les nouveautés inefficaces, voire contradictoires, et les défauts du premier jeu qui n'ont pas été corrigés, quand ils n'ont pas juste empiré, non, je peux pas laisser passer ça. Et quand on sait que c'est probablement ce qui a sonné le glas de la série, que l'épisode 2 n'a fait que des ventes très mauvaises par rapport à l'opus précédent, mais j'ai envie de dire, bien fait pour vos gueules! Vous n'avez pas voulu donner à un jeu le soin qu'il méritait, et bien je suis ravi que les joueurs ne soient pas laissés prendre au piège. Et je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le gameplay de cet épisode. Aussi, je vous invite à me rejoindre pour la vidéo sur l'univers et le scénario de cet opus. Comme d'hab, les liens sont dans la description, et si vous craignez les spoils, alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, qui lui sera dédié à la conclusion de la série. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de Universalis.